Bonjour tout le monde, c'est maintenant rendu au moment des questions du public pour le professeur Rancourt. On va prendre une vingtaine de minutes, donc on peut y aller. Levez la main ceux qui ont une question à poser. Oui. Si je peux demander, quand vous posez votre question, de vous lever debout, ça serait bien. C'est mon ami Denis qui est dans une chaise roulante. J'aimerais ça ferait mon bonheur, après ça serait un miracle. Une question tantôt, lorsque vous faisiez votre introduction, c'est qu'il semble y avoir un genre de régime, tout ça, qui fait en sorte qu'on en... Là, c'est pas rose. Fait que y a-t-il des statistiques qui disent qu'on peut sortir de ce régime-là? Parce que là, ça semble, plus qu'ils ont le pouvoir, plus qu'ils veulent, puis moins que le peuple a le droit de parole. Je pense que la meilleure façon de répondre à cette question-là, c'est de regarder l'histoire. Dans l'histoire de l'humanité, les gens reviennent toujours, et il y a toujours des périodes où on a un système qui est plus juste, plus démocratique, qui permet un développement de l'individu, des familles, etc. Il y a comme ça des grandes vagues, et il y a des chercheurs qui ont étudié ces vagues, et les chutes sont souvent des meltdowns reliés à soit des désastres naturels ou une brisure des systèmes d'échange et financiers. Et il y a des grands ouvrages qui ont démontré ça là, depuis avant le Moyen-Âge jusqu'au temps présent. Alors, quelquefois, c'est vraiment quelque chose d'environnemental, comme des immenses explosions volcaniques qui font en sorte qu'il y a beaucoup le soleil est bloqué pendant des années, et ça a un impact sur l'agriculture, ça crée des tensions, puis tout se fait que ça se dégrade. Moi je pense qu'on va suivre le chemin de plein d'individus qui cherchent des solutions et qui se battent pour répondre, et on va s'en sortir. Je pense que c'est comme ça que ça va se faire, mais il faut juste être conscient que il y a des forces très grandes qui sont en jeu, et que les gens qui nous manipulent, c'est pas... Eux, ils pointent à des sources externes comme étant le problème. En fait, c'est eux qui nous manipulent. Et donc, la propagande actuelle aux États-Unis est immense contre la Chine. Il y a une propagande négative relative à la Chine qui est d'une puissance incroyable et qui est sans arrêt. Et je pense que c'est un peu pour préparer les gens à accepter que la cause de leur problème, c'est la Chine, et aussi à accepter les opérations économiques et militaires contre la Chine. Et il faut se battre contre ça. Il faut se défendre contre la propagande. Il faut ne pas accepter les idées qu'on nous propose, et continuellement être en discussion avec nos voisins, avec les membres de notre famille, avec nos sociétés, avec nos professions. Il faut constamment insister que ce qu'on nous propose, c'est peut-être pas la meilleure solution, puis que c'est peut-être pas la vérité, puis que c'est exactement tous ceux qui ont perdu leur emploi, là, votre résistance, c'est ça qu'il faut faire. Et je reviens à une question que Myriam avait répondu à cette question-là tantôt. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais par rapport au vaccin, par exemple, dites simplement non. Moi, je ne le prendrai jamais, mes enfants ne le prendront pas. Dès qu'on fait ça, on a une puissance très grande. Et si on est prêt à tout pour ne pas prendre ce produit, et que nos enfants ne le prennent pas, et que plus de monde sont prêts à le faire, et qu'on joint d'amitié et aussi en association avec les autres qui résistent de la même façon, ça a une grande force. Moi, je me souviens au début de COVID, je me disais en moi-même, ça se peut pas qu'ils imposent le vaccin. Ils veulent injecter des substances dans le corps de tout le monde.
ils réalisent pas, là, ils vont trop loin, les gens vont être contre ça. J'avais pas compris à quel point notre société est maintenant complètement endoctrinée. Complètement achetée, complètement, la plupart du monde, on est encaissé là-dedans, puis on a la cervelle brûlée. Et on est prêt à accepter qu'on nous injecte des substances dans notre corps. Ça montre à quel point c'est rendu loin, l'endoctrinement. Le système d'éducation a eu un grand succès. Le système de développement des professions a eu un grand succès. Tout le monde est hyper endoctriné. Comme par exemple, quand vous dites qu'est-ce que je peux recommander à mes enfants, moi je dirais, ça va être radical ce que je vais dire là, mais évitez l'université. Évitez, parce que ça c'est le plus haut niveau d'endoctrinement. C'est le plus haut niveau d'endoctrinement. C'est même plus dans les connaissances, là. On n'est plus dans les connaissances, là. On est dans l'obéissance totale et justifier les génocides et tout ce que tu veux. Ça, c'est l'université en ce moment. Faites assez d'éducation pour être utile, pour avoir une bonne profession, pour pouvoir discuter avec les gens autour de vous, mais évitez ce haut niveau d'endoctrinement qui est l'université. C'est un poison épouvantable. Et trouver une façon d'être indispensable sans avoir ce diplôme universitaire qui est un torchon et qui est la preuve. Le diplôme universitaire, c'est la preuve que vous vous êtes soumis à un endoctrinement total. C'est ça que c'est. Ça n'a rien à faire avec les connaissances. Si vous voulez des connaissances, faites de la recherche. Utilisez votre cerveau. Si vous voulez vous développer physiquement pour avoir plus d'endurance physique, vous pratiquez ça. Même chose. L'intellect, c'est la même chose. Discutez avec les gens. Testez vos idées. On a des outils de recherche maintenant avec l'Internet absolument rapides et incroyables. Ce qui m'aurait pris au début de ma carrière scientifique des années à faire une recherche, je peux le faire dans un mois maintenant. Je peux trouver tous les articles les plus pertinents immédiatement, les lire rapidement et accéder et faire des liens et tout ça. Tout le monde peut faire ça. Il faut lire et essayer de comprendre. Et surtout, il faut venir à un point où on le sait quand on n'a pas vraiment compris. Il faut essayer de reconnaître quand on ne comprend pas les choses. Parce que souvent, on peut se donner l'impression qu'on a compris, on peut le répéter, mais on l'a pas, les roues n'ont pas vraiment mis les choses en place. On ne l'a pas vraiment compris. Ça, c'est la plus grande habilité. C'est de pouvoir reconnaître quand on a vraiment compris quelque chose, en toute logique, dans toutes ses composantes, versus on est d'accord avec ceux qui sont de notre bord, puis donc on a l'impression d'avoir compris. OK? Si on pratique d'être intellectuel, on va s'améliorer, on va pouvoir penser, faire de l'analyse, on va reconnaître ceux qui mentent, on va reconnaître la fausse logique, et ça va nous donner la capacité de se défendre un peu plus. Oh boy, je suis allé loin dans mes réponses. Denis, moi, j'ai de deux familles. Une famille où les grands-parents ont eu 14 enfants, puis une autre qui ont eu 10 enfants. Et lorsque j'avais 10 ans, on était à peu près 3,5 milliards sur la Terre. Et déjà, dans les réunions familiales, on entendait dire « Oh, on commence à être beaucoup là, sur la Terre. » Puis aujourd'hui, apparemment, on est à peu près 8 milliards. Je ne sais même plus si c'est vrai. Mais est-ce que la quantité d'individus sur la Terre est un facteur important? Un. Et deux, qu'est-ce que les dirigeants ont comme objectif de la population humaine avec tous les développements d'intelligence artificielle qui se passent? OK. Premièrement, la population du globe, ça n'a aucune importance. OK?
ça fait partie de l'endoctrinement, ça fait partie de la propagande. C'est comme annoncer qu'il y a un réchauffement planétaire. C'est complètement débile. J'en sais quelque chose, je suis en physique et j'ai fait ces calculs-là moi-même. Quand on a commencé à pousser cette propagande-là, je me suis dit, mais d'où ça sort? Et je suis allé voir les données de base, je suis allé voir les mécanismes physiques et j'ai refait le calcul moi-même, je l'ai publié et j'ai démontré qu'on peut doubler ou quadrupler le montant de CO2 dans l'atmosphère et ça ne fera aucune différence perceptible. Et ça prend un mensonge, un méga mensonge et une propagande pour nous convaincre qu'on est en train de détruire la planète parce qu'on respire, puis parce qu'on émet du CO2, puis parce que nos activités émettent du CO2. C'est complètement une autre campagne de propagande militaire. On veut contrôler le développement des pays qui risquent d'utiliser beaucoup d'énergie en se développant, comme la Chine et tout le tiers-monde et tout le monde. On veut pouvoir, par un argument de morale, leur imposer des limites et même faire la guerre contre eux pour pas qu'ils détruisent la planète avec leur développement. C'est comme ça que ça arrive, ces idées-là. Donc, le réchauffement planétaire, je suis certain qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, là, ici, qui croient à cette affaire. C'est rendu à un point où même les individus disent « Ouais, je remarque qu'il fait un peu plus chaud maintenant que quand j'étais ado. » Non, si vous regardez les mesures instrumentales, et moi je les ai regardées en détail, il n'y a pas de changement perceptible, mesurable de la température à la surface de la planète sur une moyenne d'une année à l'échelle de la planète. C'est immesurable, c'est pas perceptible, et il y a plein d'autres choses qui sont 10 et 100 fois plus grandes en termes d'impact environnemental, local, etc. J'ai écrit plein d'articles là-dessus. J'avais écrit un grand article en critiquant toute cette doctrine-là, il y a 15 ans, je pense. Mon article avait été lu en partie au Sénat aux États-Unis, parce qu'il y en a qui étaient bien d'accord avec moi. et ça fait partie d'une bataille à haut niveau contre les compagnies qui produisent de l'énergie, qui, aux yeux des corporations qui sont plus financières, avaient trop de pouvoir et avaient trop un grand potentiel d'avoir du pouvoir. Et donc, il suffit de dire que ce qu'ils font, c'est toxique, poison, dangereux pour la planète, etc. Et de les obliger à réinvestir. Et il y a eu des takeovers en même temps. C'est toujours des raisons comme ça. OK? So, la surpopulation, là, ça inquiète les privilégiés, les plus privilégiés, les plus haut placés dans cette hiérarchie. Eux autres doivent s'inquiéter de grandes populations et de grandes densités de population parce que dans des grandes densités de population, on ne peut pas contrôler les gens. Ils vont parler entre eux, ils vont créer des liens de famille, ils vont discuter de politique, ils vont se faire des associations, ils vont faire plein de choses qu'on ne sait pas et qui sont dangereuses. Alors, il faut éviter des hautes densités de population, il faut atomiser les gens et il faut les surveiller de A à Z avec tout ce qu'ils font à l'ordinateur et partout où ils vont à un guichet, il faut savoir tout à leur sujet, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, etc., ce qu'ils achètent, il faut tout savoir parce qu'ils sont dangereux. Et donc, la croissance, dès qu'il y a une croissance, il y a la possibilité de liberté. S'il y a une croissance de population, une croissance économique, une croissance, on ne contrôle plus. Les gens qui contrôlent sont accrochés au contrôle et veulent un contrôle absolu. Ils sont prêts à détruire plutôt que de permettre des sections qui peuvent avoir la liberté. Ils sont prêts à attaquer des nations entières pour les détruire plutôt que de permettre leur développement. Et c'est ce qu'on voit au Moyen-Orient en ce moment. Et les États-Unis ont comme méthode, comme approche, de faire la guerre
pas pour changer le système politique de ce pays-là, mais pour le détruire. Et comme ça, il va y avoir plein de personnes que la CIA peut contrôler et en faire des terroristes pour ensuite attaquer la Russie et la Chine. On crée des régions, des pays entiers qui sont des usines à terroristes qu'on va manipuler et financer avec l'argent qu'on imprime à volonté. OK? Et donc, la surpopulation s'inquiète les gens au pouvoir parce que ça peut créer des sociétés indépendantes qui ont une souveraineté, qui s'organisent, etc. C'est ça qui fait peur. Les populations font peur. Donc, moi je ne m'inquiète pas. Les processus de contrôle des populations denses sont naturels et se font elles-mêmes. So, quand j'entends ça, là, je ne vais même pas en parler. Ouais. La question concerne la géopolitique. Good! Oui, moi aussi j'ai aimé ça que vous abordiez ce sujet-là, mais j'ai accroché quand vous avez parlé des années 80, là où on a commencé à avoir des sans-abri à cause de la délocalisation des entreprises vers la Chine. Quel était l'intérêt des États-Unis de faire ça, d'appauvrir sa population, une partie de sa population? Bon, ben, les dirigeants, ça ne les dérange pas d'appauvrir une partie de leur population. Ça ne dérange pas du tout les dirigeants. C'est pas comme s'ils travaillent pour la population. Alors, les dirigeants, leur intérêt est géopolitique surtout. Alors, le plan, c'était de prendre la Chine par le biais du développement capital. Donc, on crée des classes de personnes riches en Chine, des millionnaires, etc., qui vont envoyer leurs enfants à être éduqués à Harvard et à Princeton, qui vont faire partie des personnes riches dans le monde, qui vont cacher leur argent dans des abris fiscaux qui sont contrôlés par les États-Unis, ils peuvent prendre ça quand ils veulent, etc. Ils ont fait l'exemple avec la Russie récemment. On va créer comme ça des personnes qui vont avoir plus d'intérêt à faire de l'argent et à faire partie de cette richesse globalisée que d'obéir au parti au pouvoir en Chine. Et en plus, la Chine va être dépendante de nous parce qu'on va acheter sa main-d'œuvre, on va acheter ses produits et ils vont être complètement dépendants de nous et on va pouvoir comme ça les intégrer. Alors, on va faire ce qu'on fait toujours. Maintenant qu'on a des relations avec eux, on va envoyer des organismes non gouvernementaux s'installer en Chine. Soros et compagnie vont investir pour la démocratie, pour améliorer le système. Eh bien, la Chine a vu ça venir et une des premières choses qu'ils ont fait, pas loin après le début des années 80, ils ont rendu illégal et ils ont exclu tout ce qui était Soros et associé à Soros. La Chine a fait ça d'emblée. Il n'y en aura pas. La Russie l'a fait, mais plus tard, hein, environ 10 ans plus tard. Parce que une façon de défaire les pays, il y a deux grandes façons de défaire les pays. Un, c'est on leur fait un prêt qu'ils ne peuvent jamais rembourser et ça devient un mécanisme d'exploitation de toutes leurs ressources naturelles. Et on crée en même temps une élite qui, elle, est riche et qui va être là et qui va être obéissant envers nous. Et s'ils refusent ça parce qu'ils ont une idée qu'ils veulent avoir la souveraineté ou des choses comme ça, on déséquilibre le pays en intégrant la société avec des organismes non gouvernementaux et la CIA qui rentre pour entraîner les factions qui seraient peut-être militaires, qui ont un intérêt à faire la guerre civile. On va tout faire ça pour créer une guerre dans ce pays et ensuite on va le détruire complètement. Et ça, on répète ça à l'échelle de nation après nation, c'est continuellement la même chose. On ne veut pas que le Moyen-Orient soit stable en ce moment. On ne veut pas de stabilité au Moyen-Orient parce que le Moyen-Orient, c'est en Asie. Et le Moyen-Orient, ça a des échanges naturels avec la Chine et la Russie. Et c'est ça leur partenaire d'échange économique les plus naturels. Et on veut brouiller les cartes, alors on va faire la guerre. Et on va utiliser l'Israël pour faire cette guerre. Et même si on détruit des pays entiers, on va le faire, on préfère ça
que de laisser les choses se développer et de laisser l'Asie se développer. Alors le génocide en ce moment en Palestine, ça aussi, ça montre à quel point on est complètement endoctriné. On permet un génocide ouvertement et les gens ne se plaignent pas, les médias ne se plaignent pas. Tout le monde trouve ça normal. On est rendu là. On est rendu là. Détruire l'Iran, pourquoi pas? Parce que l'Iran est très menaçant géopolitiquement avec la Russie et la Chine à nos yeux. Alors, ils préfèrent détruire une nation, un peuple entier, et en faire une source encore plus de terroristes, etc., que de permettre un développement. C'est là qu'on s'en va. Je ne me souviens plus de votre question, là, mais c'est... Je pense que j'ai touché un peu à la... Oui. Ouais. C'est mon tour. J'ai 2 questions, une scientifique et une géopolitique. Je commence par laquelle? Oui. OK, je vais commencer par la géopolitique. À la commission d'enquête à Edmonton, on a eu un témoin qui s'appelle J.D. Lemons, qui est un autochtone expert de sécurité qui protège des enfants qui sont autochtones et qui sont la cible de Chinois qui aiment le trafic d'enfants. Donc, selon ce témoin-là, les Chinois sont très bien installés au Canada. Et il a parlé d'UNDRIP, qui est ce que je comprends, un programme de l'ONU qui veulent, comme concept, c'est de encore passer par la vertu en disant on va redonner les terres aux Autochtones, mais finalement, on va leur faire des prêts qui ne seront pas capables de rembourser et on va s'approprier leurs ressources naturelles, mais sous la bannière de l'ONU, non du Canada. Et l'autre élément, alors moi j'ai posé la question, est-ce que c'est pour ça que Trump parle du 51e État, de faire du Canada le 51e État, parce que Trump sait que la Chine est ici. Alors, mon questionnement, et j'aimerais vraiment avoir cette discussion avec toi, c'est est-ce que le Canada, c'est encore un pays? Parce que je suis vraiment pas certaine qu'on est encore un pays. Mais je pense que légalement, on est un pays, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de souveraineté de nation au Canada. Depuis longtemps. OK? Et les politiciens sont lâches, ils sont complètement intimidés par ce pouvoir américain, et ils sont aussi achetés par les intérêts globalistes. C'est toute l'Amérique, ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souveraineté au Canada. Et je pense que quand on parle d'un 51e État, on veut dire qu'on ne veut pas avoir le trouble de cette apparence d'une nation différente, parce que nous, on veut toutes les ressources, on veut le Nord pour contrôler les voies maritimes au Nord, on veut toutes les ressources énergétiques, on veut tout. Et on veut que ça soit une exploitation typique des corporations américaines, etc. Et surtout, on ne veut absolument pas que vous ayez l'idée d'avoir des échanges économiques avec la Chine. Parce que là, on est en train de créer un mur absolu là, qui va exclure l'Asie, la Russie et la Chine. Et on ne veut pas que vous imaginiez que vous avez la souveraineté qui vous permette de vendre des choses à la Chine ou d'avoir des échanges économiques ou culturels avec la Chine. Alors, pour toutes ces raisons-là, c'est naturel qu'on veuille simplement s'imposer directement. Okay? Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose de fou qui vient de Trump. Je pense que ça fait vraiment partie des intentions à moyenne portée. L'autre chose qui m'agace un peu, c'est qu'on parle souvent des effets néfastes de la Chine au Canada, que la Chine est au Canada, etc. Et je pense que beaucoup de ça, c'est directement de la propagande.
je pense qu'en réalité, montrez-nous les évidences, montrez-nous l'étude financière et statistique qui montre l'influence de la Chine au Canada. Il n'y en a pas. Bien sûr, il y a des personnes qui ont des amitiés avec la Chine. Bien sûr, il y a des liens. Bien sûr, comme il y a avec tous les pays. Mais c'est à cause de cette propagande-là, on va aller cibler ces choses-là. Et on va en faire une grosse affaire dans les médias, etc. Mais en réalité, quel est le pays qui endommage le plus le Canada? C'est les États-Unis. Come on! Ils contrôlent tout, ils ont tout. On est tranquille à la maison et il y a un jeune qui cogne à notre porte qui veut qu'on fasse un don à une association des Nations Unies ou une affaire de même. C'est de la propagande, ça. C'est nous dire que vous êtes riche et votre position dans le monde, c'est de nous donner de l'argent pour le bien-être de tout le monde, etc. Tout est propagande et le pays qui crée et qui contrôle le Canada, crée cette propagande et qui contrôle le Canada, c'est les États-Unis. Et ça ne veut pas dire que les Américains sont méchants, ça veut dire que c'est un système, une dominance qui vient de leur élite absolue, mais qui est soutenue par le militaire le plus puissant au monde et la devise internationale, et tout ça, c'est tout embriqué ensemble, mais c'est eux qui nous contrôlent, qui ne viennent pas nous dire que la Chine est un problème. On n'a pas de souveraineté à cause des Américains. C'est les Américains qui nous volent notre indépendance, notre souveraineté, qui nous empêchent de construire des pipelines sous prétexte que c'est pas vert, par leur propagande, etc., etc. C'est eux qui contrôlent notre façon de penser, notre développement économique, et ce qui pourrait représenter une certaine souveraineté. Moi, c'est ce que je pense par rapport à la Chine. OK. Attends, j'ai juste faire une follow-up question. OK. OK. L'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, ce que j'ai compris, c'est pas accepté par les organismes internationaux. Et c'est dans quelques pays que c'est accepté, comme au Canada, puis en Suisse, en Belgique, des pays comme ça. Alors, moi, ma réflexion, c'est est-ce qu'on est en train de se débarrasser d'une partie de la population canadienne pour venir prendre nos ressources, puis prendre le Canada, l'acheter à rabais, liquider le Canada, pour qu'il soit comme en faillite et qu'on puisse prendre possession du Canada? Est-ce que c'est ça le processus? OK. La réponse courte, c'est non, je ne crois pas. Tout ce qu'ils font qui nous tue, incluant l'aide à mourir, c'est une dégradation culturelle et morale, etc., qu'ils poussent. Okay? Mais en termes de en termes de mortalité, l'effet réel sur notre population, c'est pas ça le problème. Ça ne peut jamais atteindre ce niveau-là. Le plus grand impact sur la quantité de population qu'on a et notre capacité de se maintenir en tant que pays, c'est la baisse de fertilité. Okay? On n'arrive pas à faire assez d'enfants. Et ça aussi, c'est dû à une propagande profonde, etc. Mais c'est ça qui va diminuer notre population plus que n'importe quoi. Okay? Donc, je pense que cette aide à mourir, c'est le signe d'une dégradation morale, éthique, dégradation totale c'est un extrême. Okay? Et si on regarde dans le monde où il peut y avoir cet extrême-là, le Canada est plus woke que les États-Unis, qui est plus woke que le Mexique. Il y a comme un gradient en Amérique du Nord. Et si on regarde à l'échelle du monde, l'Europe est évidemment woke et va dans ces directions-là. Mais l'Afrique, le Moyen-Orient et le gros de l'Asie ne veulent rien savoir de ces choses-là. Eux autres, là, ils ne sont pas prêts à accepter qu'une femme peut devenir un homme. Loin de là, ils sont à l'extrême de ça. Là. No way, là. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui permet... Là je m'inspire beaucoup du livre le plus récent de Emmanuel Todd, qui a écrit un livre absolument brillant, là, sur la défaite de l'Occident. Et il explique les raisons anthropologiques qui font que
l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie peuvent naturellement vouloir s'unir et vouloir s'opposer à ces idées extrêmes et à où l'Amérique a amené l'Occident. Et je pense que ça nous parle plus de ces différences-là, ces différences culturelles. Et ces différences culturelles-là sont attachées, d'après Emmanuel Todd, à des choses très profondes dans notre anthropologique par rapport à notre origine récente, là, au niveau des religions, au niveau de comment on voit la famille, etc. Il y a des grosses différences. Juste par exemple, entre les catholiques et les protestants, il y a des différences énormes qu'Emmanuel Todd explique. Et il explique que le protestantisme américain a été ce qui a donné l'essor à cette société, à cette culture, et c'est à mesure que cette religion a été disparue, dissoute, écrasée, que là on est allé vers ce woke absolument destructeur. Donc il y a des grandes idées dans le livre d'Emmanuel Todd qui sont vraiment inspirantes par rapport à ces grands processus-là. C'est un peu comme ça que je répondrai. Mais je refuse d'accepter la notion que la Chine est un ennemi. Je sais qu'il y a une industrie qui n'arrête pas de dire ça. Il y a des policiers qui sont convaincus de ça. Moi, là, quand le Canada a mis en arrestation un chef de Huawei, OK, en Vancouver, je me suis dit, OK, ben, il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a absolument plus de souveraineté, là. Le Canada, qui était un des grands partenaires d'échange avec la Chine, traditionnellement depuis les années 60, qui met en arrestation une deuxième en tête de Huawei parce que les Américains leur disent de le faire pour aucune raison, de façon complètement illégale, qui n'a aucun sens, alors qu'ils font des téléphones très bien. J'en ai un ici. Moi, ce que j'ai fait, je suis tout de suite allé acheter un Huawei quand j'ai vu ça. Je me suis dit, où est-ce que je peux en trouver un? Je vais en acheter un. Et c'est ma façon de résister un peu à la chose. Et il était programmé qu'il pouvait juste fonctionner en Amérique latine. On l'a reprogrammé, et puis voilà, j'ai un Huawei. Je suis très content du Huawei. C'est fou comme à quel point on s'en va vers la guerre avec la Chine. Et il faut complètement résister à ça. Donc, j'accepte pas cette idée-là. Malheureusement, on va devoir terminer, professeur Rancourt. Peut-être finir sur une petite note positive en 1 minute. Non. J'insiste. La note positive, c'est qu'il faut être réaliste. Et c'est pas négatif de regarder les choses telles qu'elles sont, puis de les décrire. C'est pas négatif. En fait, ça peut nous donner beaucoup de pouvoir. Dès qu'on est accroché à la réalité, ça nous donne plus de capacité d'agir logiquement et de façon consciente et de faire ce qu'on peut dans le monde pour frustrer les efforts de ceux qui veulent nous opprimer. Parfait. Merci beaucoup.